à Pontivy et ici donc à Saint-Brieuc. L'intervention que je vais vous lire, elle a été faite intersyndicalement avec les camarades de FSU et de Solidaires du département. Merci. Mes camarades, chères citoyennes, chers citoyens, nous voici rassemblés aujourd'hui pour exprimer notre colère sociale et notre exaspération, mais aussi notre soutien aux travailleurs précaires, aux privés d'emploi et aux retraités. L'intersyndicale CGT FSU Solidaires est toujours attachée à répondre aux attentes sociales des salariés, retraités et privés d'emploi. Rien de nouveau sous le soleil. Depuis des années, régulièrement et surtout chaque 1er décembre, nous revendiquons la revalorisation du SMIC à 1 800 € avec répercussion sur l'ensemble des grilles de salaire, l'augmentation des pensions et des minima sociaux, une TVA à 5,5% pour les produits de première nécessité, une fiscalité juste tenant compte des revenus avec en premier lieu le rétablissement de l'impôt sur la fortune et sur les revenus financiers. Dans le contexte, certains souhaiteraient nous avoir évincés du paysage médiatique au profit de la vague de contestation légitime qui traverse le pays. Beaucoup d'entre nous avons pu échanger avec les citoyens mobilisés sur tout le territoire depuis 15 jours. Ainsi, force est de constater que ce qui pousse ces travailleuses et travailleurs actifs ou retraités, jeunes ou âgés, à braver les forces de l'ordre et la météo est un ras-le-bol, le ras-le-bol général des politiques successives qui n'ont eu de cesse de privilégier les premiers de cordée, au détriment de la majorité de la population. En effet, l'impôt doit être juste et progressif car l'impôt permet un fonctionnement solidaire de notre société. Contrairement aux taxes indirectes, TVA, taxes sur les produits de consommation, qui concernent de la même façon tous les citoyens et frappent par conséquent de façon beaucoup plus brutale les plus pauvres. Nous sommes pour un impôt juste qui finance les services publics et la protection sociale des citoyens. En effet, ils sont indispensables pour permettre l'égalité d'accès de toutes et de tous aux droits les plus essentiels. Or, il n'y a pas de service public, il n'y a pas de cohésion sociale sur le territoire sans des agents en nombre suffisant et formés pour les assurer. Il est nécessaire de renforcer les services publics, éducation, santé, emploi, justice, logement, transport, et de permettre un accès légal et égal sur tous les territoires. La cohésion sociale tient aussi à la défense et au respect des valeurs qui font notre société. D'ici 2022, le gouvernement prévoit 50 000 suppressions d'emplois à l'État et 70 000 dans la territoriale. Nous y sommes totalement opposés car cela porterait un mauvais coup aux conditions de vie des usagers et contribuerait à dégrader les conditions de travail des agents publics. Aujourd'hui, les effectifs de la fonction publique ne peuvent être rognés sans mettre en péril les missions dues aux usagers. Vous l'aurez compris, seule une fiscalité plus juste, basée sur l'impôt progressif et les cotisations sociales, peut financer correctement les services publics et la protection sociale, qui sont une part du salaire socialisé. Or, la taxation des carburants n'a rien à voir avec ce financement juste et nécessaire. Quand on parle de carburant, de quoi s'agit-il ? Sur un plein à la pompe, essence ou gasoil, de 50 €, chaque automobiliste acquitte 30 € à l'État et 20 € aux pompistes. Sur ces 20 €, environ 15 € alimentent la spéculation sur le prix du pétrole et se retrouvent finalement dans la poche des actionnaires. Le reste, soit environ 5 € seulement, va véritablement à l'industrie du raffinage et à la distribution. Si les taxes représentent 57% du prix du gasoil, il ne faut pas perdre de vue que la marge brute de distribution et le prix du pétrole lié à la spéculation boursière pèsent pour 43% dans ce total. De 2014 à 2017, malgré des cours de pétrole bas, les majors du pétrole ont réalisé des bénéfices colossaux. Source évidemment officielle, total 20 milliards d'euros. ExxonMobil, 65 milliards d'euros. Chevron, 27 milliards d'euros. Shell, 29 milliards d'euros. Les considérations écologiques ont bon dos. La France n'est même plus dans les clous par rapport à l'accord de Paris. Il s'agit ni plus ni moins pour le gouvernement de vouloir récupérer par les taxes
37,7 milliards des poches des travailleurs pour les mettre dans le portefeuille des actionnaires. Des solutions existent. Augmenter les salaires, les pensions, les retraites, avec un seuil de départ à 1 800 € brut et une progression en fonction des qualifications. Doter les jeunes d'une allocation d'insertion au sortir de la formation initiale lors de la recherche d'un premier emploi. Doter les étudiants d'une prestation autonomie pour leur permettre de mener leurs études dans de bonnes conditions de réussite. Créer un revenu de remplacement décent pour les privés d'emploi. Pour les personnes en situation de précarité énergétique, prévoir des dispositifs tels que la suppression de certaines taxes ou des tarifs sociaux. Parlons maintenant salaire et pouvoir d'achat. Pour les salaires et l'immense majorité des Français, pour les salariés et l'immense majorité des Français, l'augmentation de la CSG, la baisse des APL, l'augmentation des prix de l'énergie, la stagnation des salaires, la désindexation des retraites, le retour de l'inflation sont autant d'éléments qui prouvent que la situation, loin de s'améliorer, se détériore, contrairement aux affirmations du gouvernement sur l'augmentation du pouvoir d'achat. Ainsi, les salariés ne s'y trompent pas. Quand le baromètre Doxa RTL FG2A du 27 septembre 2018, 86% des Français pensent que leur pouvoir d'achat s'est dégradé depuis ces 12 derniers mois. Dans un sondage ELAB pour BFM TV le 31 octobre 2018, ce pouvoir d'achat il a baissé pour 74% des Français. L'Observatoire français des conjonctures économiques a conclu que les ménages ont perdu 500 € par an de pouvoir d'achat entre 2008 et 2016. Pour les dirigeants des grandes entreprises, l'étude annuelle publiée en 2018 par le cabinet Provinvest indique que la rémunération moyenne des patrons du CAC 40, elle atteint 5 millions d'euros par an, soit plus de 280 années de SMIC. Cette augmentation, qui est de plus de 14%, c'est la plus forte des 10 dernières années. Alors merde! Les patrons du CAC 40 ne sont pas les seuls à profiter de ces largesses. Provinvest indique également que dans les entreprises qui regroupent les 120 plus grandes entreprises de la côte parisienne, oui c'est ça, c'est SBF 120, la rémunération moyenne annuelle s'établit à 3,8 millions d'euros pour 2017, soit 214 années de SMIC avec une hausse de salaire de 10%. Alors merde! Sans oublier la gabegie du capitalisme. En 2017, les entreprises du CAC 40 ont versé plus de 45 milliards de dividendes à leurs actionnaires. Alors voici aussi les solutions qui existent. S'attaquer au coût du capital et obtenir une autre répartition des richesses. C'est pas en écho à ce qui se passe un petit peu en ce moment, ça? Ou merde? Faire le recensement, l'évaluation et le contrôle des aides aux entreprises avant la suppression de celles qui n'auront manifesté aucune utilité sociale. Un SMIC à 1 800 € et la mise en place de mécanismes d'indexation pour prendre réellement en compte les dépenses effectives et le coût réel de la vie. Établir un indice des prix plus en phase avec la réalité du coût de la vie pour une majorité de la population. Et enfin, effectuer une répercussion immédiate des variations des prix constatées sur les salaires et les pensions. Parlons fiscalité enfin, mes amis. TICPE, de quoi parle-t-on? La taxe sur les hydrocarbures constitue environ, je le disais tout à l'heure, presque 60% du prix du carburant. Elle ne profite que très partiellement à la transition énergétique. La TICPE, taxe intérieure de la consommation sur les produits énergétiques, a vu augmenter en 2018 sa partie taxe carbone. La fiscalité du diesel a par ailleurs été alignée sur celle de l'essence. Alors la taxe carbone, qu'est-ce que c'est? Introduite par la loi de transition énergétique pour la croissance verte en 2015, elle consiste en une composante carbone, c'est-à-dire un prix de la tonne, qu'il est prévu d'augmenter inexorablement jusqu'à atteindre 100 € la tonne d'ici 2030. Nous en serons à 47,5 € en 2019. Dans les faits, elle est où la manipulation du gouvernement? La loi de finances initiale de 2018 en a rajouté une couche avec une hausse de la fiscalité énergétique prévue de 56 € la tonne en 2019 jusqu'à 86,20 € la tonne en 2022. À ce rythme-là, la tonne de carbone devrait dépasser la valeur des 100 € prévus dès 2024. Cela induira un coût annuel moyen pour les ménages de 313 € par an en 2022 par rapport à 2017.
L'argument de l'écologie est clairement hypocrite avec un projet de loi de finances rectificatif pour 2018 qui transfère 577 millions d'euros de recettes de la taxe sur les carburants au départ prévu pour la transition écologique vers le budget général. Alors merde! Avec 33,8 milliards d'euros de rentrée prévue en 2018, la TICPE, c'est la 4e recette fiscale de l'État. Elle aurait pu à elle seule financer tout le budget du ministère de la Transition écologique et solidaire cette année. Vous vous rendez compte? En ciblant les produits énergétiques comme le gaz, le fioul, le pétrole, le charbon, la taxe carbone touche particulièrement qui? Les ménages déjà en situation de précarité énergétique, soit du fait de leur logement, parce qu'il y a une augmentation du prix du chauffage, soit du fait de l'éloignement de leur domicile et de leur lieu de travail, augmentation du prix du carburant. Bah ouais. Rappelons aussi que ce sont les ménages les plus modestes, les retraités et les jeunes qui sont les plus touchés par la précarité énergétique et les véhicules les moins économes. C'est pour eux la double peine. Petit rappel des inspirations du gouvernement. La commission Attali de 2008, dont Emmanuel Macron était le co-rapporteur, préconisait une taxe européenne sur les émissions de CO2 pour toucher les secteurs non couverts par les quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Cela constituera une première étape dans un basculement plus global des charges pesant sur le travail vers une taxation des activités émettrices de carbone et consommatrices d'énergie et de ressources actuelles. Rappelons par ailleurs que le gouvernement, malgré ses dénégations, cherche à financer les baisses concernant la taxe d'habitation par la hausse de la fiscalité sur la consommation et sur les produits énergétiques. Les entreprises les plus émettrices ne sont soumises qu'au système européen d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. De plus, les secteurs d'activité comme le transport routier ou l'agriculture font l'objet de dérogations. La taxation apparaît donc comme particulièrement injuste et lourde pour les plus pauvres. Cette fiscalité dite environnementale, basée essentiellement sur la fiscalité énergétique, répond plutôt à une fiscalité de rendement, visant à faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Et là aussi, des solutions, elles existent. Il faut que la fiscalité environnementale soit juste et s'inscrive dans le cadre d'une réforme globale et cohérente de la fiscalité, permettant de faire contribuer davantage et davantage ceux qui ont le plus de moyens. Il faut taxer le capital et non le travail. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Il faut un allègement global des taxes indirectes. Je parle de la TVA, des taxes sur les produits pétroliers, et je vous en passe, qui pèsent très lourdement sur les plus modestes. Il faut des logements basse consommation énergétique, avec un grand plan de rénovation énergétique. Il faut centraliser, comme c'était le cas dans le passé, l'ensemble de l'épargne populaire, livret A, et je vous en passe, à la Caisse des dépôts, qui reprenne un peu sa fonction première, pour lancer un grand plan de construction de logements sociaux et de rénovation écologique et énergétique du parc existant. Il faut taxer les transactions financières pour financer la transition. Il faut imaginer un mécanisme de traçabilité du carbone qui permettrait de connaître l'empreinte carbone des produits importés sur le marché européen et servirait de base à la mise en œuvre d'un mécanisme d'ajustement aux frontières, évitant la délocalisation des activités industrielles vers des régions ou pays moins exigeants dans leur politique climatique. Il faut responsabiliser enfin les entreprises avec une modulation de leur taux d'emprunt en fonction de leur impact environnemental et de leur niveau de responsabilité sociale, cette fameuse responsabilité sociale des entreprises. De telles mesures ont déjà existé dans le courant des années 80. Alors merde!